Alors, mesdames et messieurs, messieurs les modérateurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous parler des effets thérapeutiques potentiels des cellules souches dans le SDRA, dans un futur plus ou moins proche. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, la problématique que l'on a tous dans le SDRA, c'est que, bien sûr, hormis toutes ces thérapeutiques mécaniques ventilatoires qui ont démontré un impact favorable et bénéfique sur le devenir de nos patients, eh bien tout ce qui est pharmacologique, hormis les corticoïdes, mais tout ce qui est pharmacologique en termes d'immunomodulateurs n'ont pas démontré de bénéfices en termes de mortalité chez nos patients. Alors pourquoi? Alors c'est le cas des anti-TNF-alpha, des anti-CD14, des anti-IL-8, probablement parce que les voies d'inflammation qui sont impliquées dans la physiopathologie du SDRA sont extrêmement complexes, elles sont multiples, et qu'il est probablement pas possible de s'attaquer à une seule de ces voies et d'attaquer le problème par l'inhibition d'une seule de ces voies. Alors en plus, il y a d'autres voies de signalisation qui sont impliquées dans la physiopathologie du SDRA. Il y a notamment l'apoptose, le stress oxydatif et la déplétion massive en ATP, donc des dysfonctions métabolomiques des cellules clés de l'unité alvéolo-capillaire. Et donc ça aussi, il faut s'intéresser. Alors dans l'idéal, il faudrait un acteur qui agisse sur à la fois l'immunomodulation et toutes ces voies de signalisation. Un acteur intelligent qui puisse s'adapter à son environnement avec éventuellement un noyau, donc peut-être une cellule. Et il se trouve que les cellules souches, notamment stromales ou mésenchymateuses, donc dans la suite de l'exposé, je les appellerai CSM, eh bien, elles ont démontré dans énormément d'études, plus de centaines de modèles expérimentaux animaux, elles ont démontré plusieurs activités thérapeutiques en termes notamment d'immunomodulation. Elles vont notamment interagir avec toutes les cellules clés, les monocytes macrophages, les polynucléaires neutrophiles et lymphocytes, par le biais de la sécrétion d'une palette très très large de cytokines immunomodulatrices comme l'IL-10, l'IL-1RA, le TGF-bêta ou encore le TSG6, aussi des lipides, des médiateurs lipidiques comme la lipoxyne A4. Elles vont être capables d'avoir un effet vraiment bactéricide puisqu'elles sécrètent en grande quantité des molécules antibactériennes comme la LL37 mais la lipocaline également. Elles sont capables de rétablir la clairance alvéolaire puisqu'elles vont interagir très fortement avec les cellules épithéliales, notamment par la sécrétion de grandes quantités de facteurs de croissance kératinocytaire. Elles sont capables également de rétablir à un certain niveau la perméabilité alvéolo-capillaire aux protéines, notamment à l'albumine, en agissant avec un rôle protecteur sur l'endothélium via notamment la sécrétion d'angiopoïétine 1. Enfin, elles ont une activité anti-ischémie-reperfusion avec notamment un effet anti-stress oxydatif et un rôle pro-régénératif via la sécrétion aussi de grandes quantités de facteurs de croissance et également de protéines qui vont aller inhiber les voies de l'apoptose. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces cellules? Où est-ce qu'elles se trouvent dans notre schéma des cellules souches? Donc on connaît tous les cellules souches embryonnaires, les célèbres cellules ES, qui sont assez fantastiques puisqu'elles sont capables jusqu'à J5 de développement de donner un individu complet. Ensuite, il y a les cellules souches chorioniques, qu'on a à partir de J5, qui nous donnent la plupart des tissus de notre organisme. Et nous, on va s'intéresser en fait aux cellules souches adultes, parmi lesquelles figurent les CSM. Je ne parlerai pas des cellules souches hématopoïétiques ni des progéniteurs endothéliaux qui sont beaucoup plus, expérimentaux dans le SDRA, qui sont moins prometteurs en tout cas. Alors les sources principales qu'on va voir dans les études que je vais vous présenter, eh bien les sources de ces CSM, c'est principalement la moelle osseuse et le tissu adipeux pour la plupart des études. C'est vraiment là qu'on les trouve en énorme quantité. On va devoir les trier, bien sûr, les isoler. Il y a également les CSM qui proviennent de sang de cordon ombilical qui sont prélevés à la naissance. Alors, on a quand même du recul clinique sur ces CSM, puisqu'elles ont l'AMM dans certains pays, dans certaines affections chez donc l'être humain, notamment dans la GVH pédiatrique en prévention au Canada, dans l'arthrose en Corée ou alors dans les lésions cornéennes depuis récemment en France. On a aussi le recul clinique sur plusieurs études de phase 2 qui ont lieu depuis 5-10 ans en médecine interne, mais également en rhumatologie ou en neurologie ou en endocrinologie dans le diabète par exemple. Alors ces cellules ont été un petit peu les cellules miracles des années 2000, puisque par exemple en médecine régénérative, elles ont démontré
un tropisme et une capacité à se greffer, à faire du tissu. Par exemple, vous voyez ce modèle de perte osseuse chez le mouton. Dans le groupe contrôle, on avait injecté des fibroblastes et dans le groupe traitement, eh bien, c'était des CSM. Vous voyez que 4 mois après, dans le groupe CSM, eh bien, l'os s'est reconstitué. Donc on s'est dit c'est fantastique, ces cellules-là, elles ont une capacité de se transplanter au niveau de l'organe qui est dysfonctionnant. Elles vont reconstituer de l'organe qui ne fonctionne pas. Alors pas du tout. Puisque après, quand on regarde ce qui se passe là-dedans, mais il n'y en a plus. En fait, elles sont complètement clairées, a priori, et ça c'est une convergence de toutes les études, de tous les modèles expérimentaux, elles sont clairées par l'organisme receveur. Donc il suffit que quelques heures, quelques jours de présence de ces CSM pour qu'elles puissent exercer des effets thérapeutiques via une paracrinie, via une sécrétion de facteurs solubles et de vésicules extracellulaires notamment. Les scientifiques ont réussi à démontrer également que quand on injectait non pas et quand on administrait non pas la cellule elle-même, mais le surnageant qu'elle sécrète dans les boîtes de pétri ou dans les flasques, eh bien on reproduisait à l'identique tous les effets thérapeutiques. Donc c'était vraiment la démonstration de l'effet paracrine de ces cellules. Dans le SDRA, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de modèles expérimentaux qui ont été colligés dans pas mal de revues de la littérature. Celle-ci, par exemple, vous montre que la posologie moyenne variait de 20 à 30 millions de cellules par kilogramme d'animaux. C'était pour la plupart des rongeurs, par voie intratrachéale ou intraveineuse. Et en moyenne, elles étaient injectées ou administrées par voie intratrachéale à H6 de la lésion de l'agression pulmonaire, direct ou indirect. Dans une méta-analyse récente de 2016, vous voyez qu'il y a un effet thérapeutique très important de ces modèles expérimentaux, avec évidemment à prendre avec des pincettes, puisque comme vous le savez, il y a un biais de publication qui est très important en biologie. On publie beaucoup les modèles qui marchent et pas beaucoup ceux qui ne marchent pas. Néanmoins, ça a pu vraiment consolider les dossiers en ce qui concerne les dossiers de translation vers la pathologie humaine. Nous, on va voir surtout, je vais vous présenter d'abord les 3 études principales dont on a déjà les résultats et qui sont publiées actuellement, et on discutera après des études qui sont en cours. Alors, l'étude de Simonson, c'est une étude de 2 case reports, hein, donc c'est très expérimental, mais comme vous allez le voir, ils ont inclus des patients qui présentaient des SDRA sévères, puisque le P sur F est vraiment très très altéré, et ce sont des patients qui d'ailleurs requéraient la mise en place d'une ECMO véno-veineuse. Le premier patient, comme vous voyez, a une évolution favorable sur 2 mois. Il a eu une ECMO implantée ici, puis les CSM ont été injectés par voie intraveineuse à 2 millions par kilo ici. Vous voyez un effet très positif sur la compliance, sur le VT qui a pu être augmenté. Et puis finalement, une évolution radiologique favorable avec une explantation de l'ECMO et surtout pas de mauvaise tolérance en termes hémodynamiques et respiratoires. Pas de majoration de l'hypoxémie, mais plutôt une évolution correcte. Pour le deuxième patient, là, un cas aussi similaire d'évolution favorable, beaucoup plus rapide, scanographique en 3 semaines. Vous voyez que les CSM sont injectés à ce niveau-là. Un effet sur la compliance et sur l'augmentation du VT. Peut-être un effet sur la levée de la thrombopénie, mais bon, il n'y a pas de groupe contrôle, hein, donc on ne peut pas savoir si c'est les CSM. En tout cas, là encore, chez ce patient-là, une très bonne tolérance, et ce n'était pas gagné hein, d'injecter des cellules chez un patient très hypoxémique. Donc là, a priori, c'était plutôt sans problème. L'étude START de Michael Mattei a débuté il y a maintenant 3 ans aux États-Unis, à San Francisco. Elle a visé vraiment un objectif de sécurité d'emploi. Et donc vous voyez qu'ils ont inclus des patients présentant un SDRA avec un P sur F inférieur à 200 qui survenaient dans les 24 premières heures. En tout cas, dans les 24 premières heures, il fallait qu'on ait tous les arguments cliniques pour diagnostiquer un SDRA. Les critères d'exclusion sont assez stricts puisque tous les SDRA d'évolution au-delà de 96 heures étaient exclus. Les patients qui avaient un cancer actif, les CHILD supérieurs à 12, les BPCO avec une CAPNI supérieure à 50 en chronique et le contexte traumatologique empêchait d'inclure le patient dans l'étude, donc des patients quand même hautement sélectionnés. Ils avaient prévu en amont des critères préspécifiés de mauvaise tolérance de l'injection de ces CSM, mauvaise tolérance hémodynamique, mais également au niveau de l'hématose et au niveau cardiovasculaire, puisque tous les arrêts cardiovasculaires, les arrêts cardio-circulatoires qui survenaient jusqu'à 24 heures après l'injection de ces cellules étaient potentiellement imputables à l'injection des cellules. Vous voyez qu'ils ont inclus 9 patients, 3 patients par groupe, il n'y avait pas de groupe contrôle, mais 3 patients à 1 million,
3 patients à 5 millions, puis 3 patients à 10 millions par kilo. C'était vraiment une étude de sécurité d'emploi avec dose croissante. Et vous voyez que les P sur F s'étalent entre 100 et 190 et que les étiologies principales des SDRA dans cette étude étaient une origine infectieuse. Zéro problème en termes d'hémodynamique et de répercussions respiratoires, pas de désaturation, pas de problème d'HTAP par exemple, avec une tendance à la baisse du score de l'IS et un petit peu du SOFA J3, ce n'était pas du tout significatif, mais en tout cas une tolérance qui était globalement correcte. Il y a 3 effets secondaires graves, mais qui n'ont pas été déterminés comme imputables par le collège d'experts à l'administration de CSM. Néanmoins, je vous montre un petit focus sur le patient 3 qui, au niveau du scanner AJ0, a démontré des embolies multisystémiques, hépatospléniques, rénales et neurologiques quand même. L'IRM a daté ces événements emboliques précédents, antérieurs à l'injection de CSM. Ça n'a pas été retenu comme imputable. Donc leur conclusion, c'est de dire que c'est très bien toléré, qu'il n'y a pas d'effet secondaire jusqu'à 6 mois, parce que cette étude quand même regardait les patients jusqu'à 6 mois d'évolution. L'étude de phase 2 est en cours d'inclusion. La deuxième étude maintenant est une étude cette fois-ci chinoise en double aveugle randomisé contrôlé avec un bras contrôle et un bras CSM. Vous voyez que là les patients ont été inclus 6 versus 6 dans le groupe contrôle et dans le groupe thérapeutique. Les P sur F sont un peu plus bas et c'est encore la pneumopathie qui domine dans les étiologies. Pas d'effet sur l'hématose, zéro effet significatif, pas d'effet sur les critères de jugement secondaires et pas non plus sur les biomarqueurs qui ont été dosés dans cette étude. Donc là encore, l'étude chinoise conclut à une très très bonne tolérance hémodynamique et respiratoire, même si le suivi était beaucoup plus court, c'était juste 1 mois après l'injection. Il n'y a pas d'effet bénéfique, mais en tout cas, évidemment, c'était complètement une étude qui n'était pas designée pour démontrer ce genre de conclusion. En tout cas, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'effet dose-réponse. Il n'avait fait qu'un groupe avec 1 million par kilo en termes de posologie. Alors, quand on reprend ce qu'on discutait, donc là, on a présenté les résultats des études qui sont disponibles actuellement. Maintenant, Simonson est en train d'inclure 10 patients dans une étude randomisée contrôlée ouverte. Michael Mattei est en train d'inclure 60 patients qui est bientôt terminée, donc résultat dans 1 an. Il y a une autre étude britannico-américaine qui est en train d'inclure 36 patients avec, dans le groupe thérapeutique, un système multisystème qui est une espèce de mélange de CSM avec d'autres progéniteurs endothéliaux. On attend les résultats dans 1 an. 2 études chinoises dont on attend les résultats en 2016 et en 2017. Enfin, en tout cas, on n'a pas les résultats publiés encore pour l'instant. Vous voyez qu'il y a très peu de stratification dans ces études, malheureusement. Et une étude coréenne qui est là est une étude ouverte avec un seul groupe. Donc il y a au moins 6 études. Ça va être très très important et de regarder ça dans les 2-3 années à suivre pour voir si l'axe thérapeutique sera continué ou pas. En conclusion, eh bien, les CSM sont efficaces, en tout cas in vitro, in vivo chez l'animal et ex vivo même. Je ne vous ai pas montré, mais il y a des modèles ex vivo de poumon humain dans lesquels on a un effet thérapeutique très très fort. Il y a une bonne tolérance dans les études de phase 1 qui sont publiées chez les patients très hypoxémiques, donc plutôt un dossier de sécurité qui est encourageant pour poursuivre cet axe de recherche. On a quand même 10 ans de recul sur de l'emploi de ces cellules à des fins thérapeutiques, et également dans des études de phase 2 pour les autres pathologies dans les autres spécialités médicales. C'est fondamental d'attendre 2018-2019. Il faudra revoir ça à un prochain congrès de l'ASRLF, notamment les 5 études comparatives dont 3 sont en double aveugle. Donc vraiment, je dirais, une méthodologie assez solide, même s'il y a peu de patients. Ce sera quand même important de regarder ça de près. Alors, il y a la question, on vient d'en discuter. C'est vraiment ça quelque chose, il faut être très vigilant. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de recommencer à réinclure des patients tout venant en mélangeant tous les endotypes? Et est-ce qu'on n'est pas en train de se risquer d'avoir des résultats négatifs à cause de ce bruit de fond, de cette hétérogénéité du syndrome? C'est une grande question à laquelle il faut réfléchir. Mais on a des cartes à jouer sur l'exploitation du sécrétome de ces cellules, avec notamment actuellement en plein essor les vésicules extracellulaires qui sont vraiment en développement préclinique, un peu plus antérieur, on va dire un peu plus en amont. Mais on a beaucoup d'espoir là-dessus. Donc voilà, les CSM, c'est loin d'être terminé. Merci de votre attention.